mars 2021, la Geste Édition a publié mon recueil de nouvelles policières, Sombres nouvelles du Sud-Ouest, dans la collection Le Geste Noir. J'en suis évidemment fier et heureux, car en tant que lecteur assidu de littérature policière, la nouvelle revêt à mes yeux une importance particulière. Le récit de format court a eu son heure de gloire, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Le lecteur préfère à présent des romans longs, en plusieurs tomes si possible. Il m'est arrivé de rencontrer une lectrice qui choisit ses livres en fonction du nombre de pages. 500 minimum, sinon je n'achète pas, me dit-elle. Ce point de vue extrême démontre que les choses, comme les modes, changent. Pourtant, la nouvelle dans l'art littéraire reste un phénomène largement répandu. Des auteurs illustres se sont prêtés à cet exercice de style. Guy de Maupassant nous a ainsi régalé de ses contes de la Bécasse, délicieuses tranches de vie qui donnent libre cours à l'imagination foisonnante de l'écrivain pour des récits hauts en couleur, mais de format court. Peut-on imaginer Guy de Maupassant détruire ses nouvelles, mécontent de ne pas noircir plus de pages ? Nous serions, nous les lecteurs, les grands perdants d'une telle décision. Il en va de même pour le genre policier. De grands auteurs nous ont, pour notre plus grand plaisir, légué un héritage conséquent. La littérature policière de mystère, appelée aussi roman à énigmes, a vu éclore des œuvres magistrales, en grande partie grâce aux récits courts, très prisés dans les années précédant et suivant la Seconde Guerre mondiale. Si la majeure partie des auteurs connus pour leur production sont plutôt anglo-saxons, quelques grands noms français sortent du lot comme Pierre Boileau, Thomas Narcejac ou encore Pierre Signac. À l'époque où l'amateur de romans policiers lisait des nouvelles, il y avait de nombreux magazines qui en publiaient régulièrement. Le Alfred Hitchcock Magazine, le Ellery Queen Mystery Magazine, le Saint Detective Magazine et bien d'autres. Le genre colle admirablement au format. La nouvelle est le meilleur contexte pour les crimes dits impossibles, chers aux auteurs de cette littérature. Le récit court peut se permettre de se concentrer sur une seule action, au contraire du roman, qui doit avoir de nombreuses autres qualités que le seul problème posé. De nombreux auteurs ont été unanimement reconnus grâce à leurs nouvelles. Citons Édouard D. Hoc. Plusieurs fois primé, il a écrit quelques romans, mais 950 nouvelles, dont une soixantaine mettent en scène son personnage le plus connu, Sam Hawthorne. C'est un médecin américain à la retraite qui raconte ses aventures lorsqu'il pratiquait dans sa petite bourgade. Les mystères proposés sont de très haute qualité. C'est en pensant à lui que j'ai créé le docteur Julien Lacombe, qui résout 4 mystères dans mes nouvelles. Citons aussi Clayton Rawson. C'est un auteur intéressant parce qu'à la base, il est illusionniste professionnel. Il a écrit 2 traités de prestidigitation, il a illustré des magazines spécialisés et il commence à écrire à 32 ans. Il est connu pour seulement 4 romans et plusieurs nouvelles où il met en scène un magicien, il faut comprendre un prestidigitateur, qui aide la police à résoudre des mystères plutôt corsés. Il fut l'ami et le complice de John Dickson Carr. D'ailleurs, ce dernier lui suggéra la nouvelle très réussie intitulée Escamoté. Le sujet, c'est un homme qui entre dans une cabine téléphonique, mais qui n'en sort jamais, alors que la place a été sous une constante surveillance et que, bien entendu, il n'y a aucun passage secret. Citons aussi Joseph Cummings. Mobilisé, il se met à écrire pour ses compagnons d'armes, souhaitant les distraire.
quand il rentre chez lui, il n'a aucun mal à se faire publier tant ses histoires sont de qualité. Un rêve d'auteur. Il a écrit sur toute sa production 32 nouvelles qui mettent en scène son personnage le plus connu, le sénateur Brooks U. Banner, un détective amateur créé en hommage au limier de John Dickson Carr. Voilà pourquoi la nouvelle est si importante. Si elle n'était pas publiée, nous serions privés de récits d'une qualité incomparable. C'est pourquoi j'ai voulu, en toute modestie, rendre hommage à ces plumes qui ont tant apporté à la littérature policière. Fait intéressant, on reproche souvent à la littérature de mystère de ne pas être réaliste. Les problèmes posés n'existent pas dans la vraie vie, semble être l'argument massu de ceux qui n'aiment pas le genre. Pourtant, le crime mis en scène dit impossible, qui confère à l'acte une aura de surnaturel, est l'œuvre de la réflexion du coupable qui vise un objectif, ne pas se faire prendre. Car si on ne peut pas expliquer le mode opératoire du coupable, comment peut-on l'identifier? Est-ce si déraisonnable? Malheureusement, la réalité dépasse ici la fiction. D'après le journal Le Parisien aujourd'hui en France, en 2018, on estimait que sur les 650 homicides annuels commis dans l'Hexagone, 150 n'étaient pas résolus. C'est bien le signe du désir d'impunité. Beaucoup d'auteurs se sont d'ailleurs inspirés de faits divers réels pour écrire leurs histoires et parfois proposer une solution qui n'avait jamais été trouvée auparavant. Citons par exemple William March, qui a écrit la nouvelle Le Blanchisseur et la Maison des Oiseaux, qui s'inspire d'un meurtre commis à Manhattan dans les années 1930. Dans mon recueil, je me suis aussi laissé inspirer par des faits réels. Attention, si vous n'avez pas encore lu mes nouvelles et que vous n'aimez pas que l'on vous gâche la surprise, mieux vaut arrêter de regarder cette vidéo pour y revenir plus tard. Pour les autres, c'est parti. En parcourant la rubrique insolite des actualités, j'ai lu ce gros titre. États-Unis, un homme amputé des 4 membres après s'être fait lécher par un chien. L'article poursuivait: fièvre, vomissements, les symptômes ont commencé comme ceux d'une mauvaise grippe. Un homme de 48 ans, habitant le Wisconsin, a été atteint par une forme rarissime d'infection causée par la salive de chien. Après plusieurs jours où son état n'a fait qu'empirer, il a dû être amputé des jambes et des mains alors qu'il n'avait pas été mordu par l'animal. Le patient a contracté une infection sanguine causée par la bactérie Capnocytophaga canimorsus. Très répandue chez les chiens et les chats, elle est majoritairement sans danger pour l'être humain. Toutefois, elle peut exceptionnellement engendrer un empoisonnement du sang de la personne au contact de la salive animale. L'homme, d'abord placé sous perfusion d'antibiotiques, a vu son état dégénérer au point qu'il a dû accepter cette mesure extrême pour rester en vie. Propriétaire d'un chien, ce dernier aurait été en contact avec au moins 8 spécimens différents, de telle sorte qu'il a été impossible de déterminer lequel était responsable de la tragédie. Autre fait divers, en Russie, dans la région de Saratov, un chasseur de 64 ans a été tué par balle en janvier 2018. La correspondante du New York Times à Moscou raconte que l'accident aurait eu lieu au moment où le chasseur, pourtant expérimenté, a ouvert le coffre de la voiture pour libérer son chien. L'homme se serait agenouillé, le fusil posé sur les genoux, le canon orienté vers le ventre. Le canidé serait venu lui faire la fête, déclenchant accidentellement la gâchette du fusil à double canon. Les expertises ont révélé que l'homme était sobre.
Enfin, le cas le plus spectaculaire pour moi est celui retracé par un documentaire sur les secours d'urgence à la Nouvelle-Orléans, diffusé en 2015 sur la chaîne 23 de la TNT. Un homme appelle les urgences pour son voisin. Quelqu'un, sans doute un cambrioleur, est entré chez lui pendant son sommeil et lui a tiré dessus. L'ambulance arrive sur les lieux rapidement. L'homme de 38 ans, conscient, complètement mobile, affirme avoir pris une balle mais ne trouve pas de plaie d'entrée. « J'ai entendu les coups de feu et j'ai retrouvé des douilles chez moi. C'est la preuve que je ne me trompe pas, affirme-t-il. Le médecin confirme en trouvant une première plaie dans le thorax. Mais pourquoi la victime ne l'a-t-elle pas repérée? Eh bien en fait, il voit mal, car il est borgne. L'examen se poursuit donc par une palpation complète. Le second médecin remarque alors une déformation au niveau de la boîte crânienne. Pour lui, ça ne fait pas de doute, une balle s'y est logée. Explication: le projectile est entré par le coin de l'œil, celui dont la victime ne voit pas, puis il est passé par la cavité nasale pour finir sa course à l'arrière du crâne. Parce que le projectile a suivi ce chemin, qui sera d'ailleurs confirmé par des examens ultérieurs, l'homme a survécu à une balle dans la tête, scénario que l'on jugerait des plus fantaisistes. Bien sûr, cela a aussi été possible parce que les secours sont arrivés très vite. L'homme parlait et marchait comme si de rien n'était à part son saignement. Un vrai miraculé. L'histoire indique que son agresseur a été retrouvé puis inculpé. Mais quoi de mieux qu'un fait divers? Un fait vécu? Un auteur se sert aussi de ce qu'il vit. C'est le cas de la nouvelle Mauvais numéro. Il y a quelques années, ma femme dut subir une intervention chirurgicale légère en service ambulatoire. Heureusement, l'opération s'est bien passée. Mais le retour à la chambre posa quelques problèmes. Je m'inquiétais d'ailleurs de ne pas la voir revenir. Sortant dans le couloir, j'eus la surprise de constater que le brancardier poussait le lit de ma femme en vérifiant les numéros inscrits sur les portes des chambres. « On ne m'a pas donné le bon numéro », me dit-il. L'explication était plus compliquée. Le service ambulatoire était ce jour-là en travaux. Pendant que ma femme était au bloc, les numéros des chambres ont été réorganisés. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi, mais j'en avais assez pour imaginer la chute de mon histoire. Dans mon recueil de nouvelles, de grands noms du roman policier français sont évoqués. Charles X Braya, qui restera pour moi un maître. Il a publié des romans policiers, des romans d'espionnage et de superbes histoires de littérature blanche. À sa mémoire, j'ai écrit une nouvelle sur la tauromachie, spectacle qu'il semblait aimer, vu les nombreux romans qu'il y a consacrés. Bien que je ne partage pas ce goût, j'ai imaginé une histoire où le combat se déroulerait bien évidemment en dehors de l'arène. C'est le fameux dialogue pour ou contre la corrida. Frédéric Dard a également laissé derrière lui une œuvre considérable en matière de romans noirs. Ces histoires sombres finissaient parfois très mal. La mienne est un peu plus optimiste. Enfin, j'ai voulu saluer la mémoire d'un acteur, plus connu pour la télévision que pour le cinéma, mais d'un talent qui n'est plus approuvé, Peter Falk, l'irremplaçable inspecteur Colombo. Cette série policière a eu le courage d'innover en déplaçant l'énigme. Il ne s'agit pas de découvrir le coupable, il est clairement identifié dès le départ. L'intérêt réside dans la manière dont il sera confondu. De nombreux épisodes mettent en scène la frayeur du meurtrier qui se rend compte d'une de ses erreurs et qui, après quelques péripéties, arrive à la réparer. Ce n'est donc pas celle-là
qui le perdra. Scénario parfois très subtil, casting haut de gamme, la série rencontra un grand succès des plus mérités. Si vous avez lu mon recueil de nouvelles, j'espère qu'il vous a plu. Ma seule prétention est de divertir le lecteur avec des histoires qui ne prennent sens que grâce au format court. Je suis toujours amateur de nouvelles en tant que lecteur. D'ailleurs, je découvre encore ici et là quelques pépites dans la littérature policière vintage qui reste mon genre préféré. J'espère que vous aussi, vous trouverez la lecture qui vous comblera.